Bonjour à tous et bienvenue ici. On va faire une grosse analyse. Ça y est, Bitcoin est à moins de 90 000 dollars. On a fait une mèche aux alentours des 86 000 dollars dans la nuit du mardi 25 février 2025. Et il est temps de faire le point. On a beaucoup de choses à dire, donc accrochez-vous. On va parcourir l'analyse technique, que ce soit Ishimoku, on va regarder également l'analyse de Wyckoff, on va parler du calendrier économique, de l'alt season, des altcoins en général. On va faire un tour sur l'analyse on-chain, sur les sentiments de marché, sur les cycles globaux de 4 ans, sur la macroéconomie. Donc beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous, mais ça va vous donner une idée claire de où on en est. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut sortir du marché? Est-ce qu'il faut recharger? Quelles sont les meilleures zones, etc. Je vous rappelle que tout ça, c'est mon avis, c'est mon analyse. Donc faites vos propres recherches et ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc on va démarrer tout de suite par l'analyse technique. Donc là, on est sur le Bitcoin en daily. Donc on voit très clairement qu'on avait une phase de range ici entre 90 800 dollars en bas et 106 000 dollars en haut, hein. Voilà, on a eu quelques mèches au-dessus. On est venu faire un ATH globalement à 109 500 dollars le lundi 20 janvier 2025 lors de l'investiture de Donald Trump. Et depuis, on a eu un sell de news. Forcément, on avait eu un buy the rumor assez fort, où on était venu chercher des niveaux importants. Et suite à ça, on a eu un sell the news assez classique, donc c'était assez prévisible. Surtout qu'on est venu ici chercher le précédent top, qui était à 108 400, pour venir récupérer tous les stop loss, hein, toutes les personnes. On a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées en position ici sur cette zone, que je vais vous tracer juste là à l'écran. Hop. Ici, au niveau de cette zone bleue, on a eu pas mal d'entrées. Forcément, toutes les personnes qui pensaient que ça y est, la crypto allait monter to the moon, ils sont rentrés fortement en position ici. Et on a eu forcément un sell the news. On est venu récupérer toutes les liquidités ici pour que les personnes qui voulaient quitter le marché ou même shorter le marché puissent rentrer en position. Et on est venu faire descendre le prix. C'est quelque chose qu'on avait pu avoir par le passé, tout simplement en janvier 2024, lors de l'approbation des ETF Bitcoin, hein. Ici, on avait eu, voilà, journée du 10 janvier, 11 janvier, on avait eu une grosse mèche, et puis ensuite, on était allé faire un sell the news. On était venu trouver un point bas ici pour ensuite repartir à la hausse, une fois qu'on avait liquidé toutes les personnes qui étaient rentrées en position, qui avaient soldé leur position ici sur ce rectangle bleu. On était venu récupérer toute cette liquidité et on avait pu récupérer une phase haussière quand justement les gros portefeuilles ont pu recharger sur tous les ordres de vente des personnes qui ont paniqué sur ce point bas. On était aux alentours des 38 à 40 000 dollars. Donc c'est quelque chose qu'on a pu avoir justement ici, juste ici. Donc on est venu récupérer cette première zone de prise de liquidité. Tout simplement, on est en dessous de tous les précédents ordres stop, hein. Toutes les mèches ont été liquidées. Si je vous affiche justement, toutes les lignes sont justement les zones de liquidation des précédents jours. Vous voyez qu'on est venu récupérer toutes les liquidités. Et on est venu se loger pile poil dans l'order block. Ici, on avait travaillé un petit peu cette zone. Et vous voyez qu'ici, on est venu parfaitement la récupérer. On est en train de la travailler actuellement. Donc, c'est encore un petit peu tôt pour dire est-ce que ça va tenir ou pas. On a une prochaine zone de liquidité juste ici, au niveau des globalement entre 76 et 79 000 dollars. On n'est pas du tout obligé de venir la chercher. On a une zone parfaite actuellement pour tenir. Il n'y aurait pas forcément besoin d'aller plus bas. On va regarder par la suite sur les autres indicateurs, mais en tout cas, on a un support assez solide à ce niveau-là. Si ici, on regarde au niveau des moyennes mobiles, donc ici, je vous affiche le l'EMA 13 en daily, le l'EMA 25 en daily et la moyenne mobile simple 50 en daily également. Vous voyez qu'ici, on est en dessous de toutes nos moyennes mobiles, donc pour le moment, on est dans une tendance baissière, hein, qui est largement confirmée. Vous voyez qu'ici, on a eu juste là un top. Ici, on est venu faire un creux plus bas que le précédent qui était globalement celui-ci. On avait eu un top ici. Donc là, on a vraiment un joli M assez fort qui s'est marqué. Bon, ça reste un grand M en daily, donc c'est possible qu'on ait un retournement à tout moment. Mais voilà, ça reste à noter. Au niveau des indicateurs de momentum, on va prendre le RSI et on va regarder où on en est. On est tout juste passé ici dans une zone de survente.
Donc on est sur les niveaux de 30 au niveau du RSI. Donc ça peut être une zone de retournement. Vous savez que le RSI, on regarde pas uniquement, enfin même on regarde pas vraiment le niveau qu'on a atteint, mais on regarde la dynamique. Donc là, vous voyez que pour le moment, les acheteurs ne se sont pas manifestés, en tout cas en daily. Si je bascule en 4 heures, vous voyez on est allé dans une grosse zone de survente, hein. Ici, on est carrément venu chercher 17. Dans le RSI, c'est assez profond, hein. Vous voyez que précédemment, si je dézoome un petit peu, ne serait-ce que sur le précédent range, même quand on avait eu nos grosses phases de creux, on était venu aller les chercher, mais ça avait été très épisodique. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a eu quand même une belle phase de liquidation. En 4 heures, ici, on est en train de dessiner excusez-moi, une phase de range, ici, entre ce niveau à 89 000 dollars et ce niveau à 86 000 dollars. Donc il va falloir le travailler. Très certainement qu'on va aller chercher justement la zone de rechargement. Ici, là, on travaille justement ce premier arrêt. Il est fort probable qu'on vienne chercher ici la zone de rechargement entre 86 et 87 000 dollars pour éventuellement ensuite poser un bottom comme ça, hop, et puis aller casser à la hausse ou éventuellement voilà, aller chercher de nouveau ici et puis casser à la baisse pour venir chercher notre zone de prise de liquidité que nous avons juste ici. Ça reste à déterminer. Pour le moment, on ne sait pas dire exactement où on en sera, mais il faudra bien le surveiller. Si on repasse en daily, donc ici, donc on a notre RSI qui est assez bas, hein. C'est quelque chose qu'on avait pu avoir justement sur nos bottoms ici, sur la grosse mèche qu'on avait eu le lundi 5 août 2024. On était retombé justement en niveau de survente. Donc il faut vite une reprise haussière rapide pour confirmer que on quitte cette zone de survente et que les acheteurs se manifestent. Mais voilà, ça reste à surveiller. Pour le moment, voilà, on va retirer ici. Je vais vous afficher quand même les bandes de Bollinger, hein, parce que c'est un mouvement qui était quand même assez prévisible. Alors, je ne dis pas forcément le mouvement baissier. En tout cas, les bandes de Bollinger ne nous indiquent pas si le mouvement sera baissier ou haussier. Mais vous voyez, si ici, je vous ajoute également la largeur des bandes de Bollinger. Donc, c'est ce que vous avez juste ici. Donc ici, vous avez un écartement entre les bandes de Bollinger qui était très très faible, hein, sur cette journée ici du dimanche 23 février. Donc on savait qu'on allait avoir une semaine avec un dénouement. Donc on avait eu beaucoup beaucoup de jours, hein, quand même. Ici, entre là et là, on avait eu 18 jours où on avait stagné aux alentours des 96 000 dollars. Donc il fallait qu'on ait un dénouement et le dénouement a été pour le moment baissier, puisque vous voyez qu'ici on est venu chercher des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis vraiment très longtemps, en l'occurrence depuis 2023, hein. Voilà, si je vous affiche juste là une droite horizontale, vous voyez qu'ici on était allé chercher les niveaux de août 2023. Ici, d'ailleurs, on avait cassé également à la baisse. C'était exactement à ce moment-là. Le prix était resté bloqué un long moment aux alentours à l'époque, 29 000 dollars. Et puis on avait cassé à la baisse. Voilà, cassé à la baisse, une grosse mèche, une grosse phase de latéralisation. Puis on était reparti à la hausse relativement fort. Donc je nous souhaite que nous puissions avoir la même suite. Mais pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, donc maintenant on va basculer sur l'analyse de Wyckoff. Donc ici l'analyse de Wyckoff, ce que vous avez eu c'est un buying climax globalement sur cette zone-là, un buying climax ici aux alentours des 108 000 dollars. On a eu un automatic rally, donc voilà, on est venu définir notre borne basse de range. Un second test, et puis second test phase B, c'est-à-dire qu'on est venu prendre les liquidités du buying climax, et on est ensuite venu rechercher une première fois la zone basse de notre range, latéraliser, puis ici faire une phase de spring. Alors voilà, maintenant le spring, c'est toujours plus facile de faire l'analyse de Wyckoff a posteriori qu'en anticipation, c'est-à-dire que ici, on ne sait pas si le spring est ici ou si le spring est ici. Donc il faudra patienter et regarder un petit peu où on en est. Pour déterminer si notre phase de spring a bien été figée ici, c'est tout simplement la suite des prochains jours qui va nous le dire.
Globalement, il faut que d'ici la fin de semaine, on ait récupéré les niveaux à minima, le niveau de cette mèche à 90 000 dollars et donc 89 000, pardon, 89 200 dollars. Et de préférence également, il faudrait qu'on ait fait une mèche assez puissante pour venir récupérer une clôture au-dessus de 90 700 dollars. Donc si d'ici la fin de semaine, on arrive à faire le mouvement que je vous ai indiqué ici en bleu, ça nous indiquera que potentiellement, justement, c'était notre phase de spring, qu'on va venir récupérer ici ce niveau, le niveau le point of control de ce range, hein. Je vous rappelle ici, le, si on prend ici le volume profile, donc ici vous avez justement tous les ordres et les volumes par niveau qui ont été exécutés. Ici le volume profile, on est à un point of control précisément de 97 146 dollars et vous voyez que c'est le niveau qu'on a le plus travaillé, qu'on a très largement travaillé et c'est ce que je vous disais ici. Ça nous indiquait justement que ici on n'arrivait pas à le franchir. On a commencé à baisser un petit peu et ici aux alentours des 95 000 dollars. Nous, de notre côté, c'est là qu'on a prévenu nos élèves qu'il fallait alléger le portefeuille et qu'on allait très certainement avoir une baisse et qu'on allait venir chercher à minima ce bad range et potentiellement plus bas. Donc ça leur a permis d'alléger leur position relativement rapidement. Donc ici, on est venu chercher le bad range, faire un spring et vous voyez qu'ici, on est venu chercher notre VAL, hein, ici, euh, donc le bas de notre range et donc ici il faudra aller retravailler cette zone ici du point of control, la franchir, refaire éventuellement un pullback juste là pour repartir à la hausse au-dessus de cette zone justement entre le buying climax et le second test de la phase B pour pouvoir éventuellement faire un ATH par la suite. Si on est dans une situation mauvaise, ça nous indiquera que potentiellement voilà, on va venir travailler cette zone sans jamais la franchir, sans jamais franchir cette zone des 90 700 dollars. On va s'installer petit à petit en dessous et puis on devrait potentiellement faire une seconde vague baissière et aller chercher justement l'order block qu'on avait juste ici. Donc je vais vous l'entourer. Voilà, cet order block là, donc potentiellement on viendrait récupérer cette zone là, ce que je vous disais justement entre les 75 et 77 000 dollars. Donc potentiellement on viendrait chercher ici un peu plus bas. Donc voilà, c'est pour le moment un peu tôt pour le dire, hein. Si on regarde le volume profile, non, donc voilà, ici je vous invite à regarder justement, ça c'est justement l'analyse de Wyckoff dans les livres. Donc voilà. Ici, si on prend le volume profile, hop, je vais retirer ça. Le volume profile depuis le début du bull run, ici vous voyez que justement on a justement un début de résistance. Ici on a pas assez peu de volume qui avait été exécuté, hein. Forcément on était parti très vite et très fort ici entre globalement les 78 et les 90 dollars, les 90 000 dollars, on était parti très très fort. Donc ici on avait eu assez peu de volume. Vous voyez que globalement, hein, même le volume de ce range-là, forcément, puisqu'il est beaucoup plus court, on a eu beaucoup moins de volume que ce qu'on a pu avoir ici par le passé. Donc ici, on a une grosse résistance au niveau des 67 000, et puis globalement ici, au-dessus des 73, on a assez peu de volume, donc il est possible qu'on vienne retravailler cette zone-là. On viendra la retravailler tôt ou tard. C'est pas forcément dit qu'on la travaille maintenant. On peut repartir à la hausse fortement, et puis dans le futur bear market, on s'arrêtera peut-être dans cette zone-là pour la retravailler un peu plus en profondeur. Maintenant, je vais vous parler de Ichimoku. Au niveau de l'analyse, on était justement, ici justement on en avait parlé, hein, il me semble sur TikTok et sur Instagram, de cette zone-là. Ici on avait un Kumo en daily qui était très plat, lorsqu'on était ici et qu'on était allé chercher un peu plus bas, on pouvait facilement se dire qu'on allait rechercher justement cette zone des 99 470 dollars. Vous voyez qu'on est allé le chercher, ça a été chirurgical, hein. On est venu vraiment toucher cette zone et puis on s'est retourné directement. C'était assez mauvais signe, ça a justement contribué au fait qu'on a partagé à nos élèves que c'était assez mauvais signe et qu'on on n'arrivait pas justement à franchir ce Kumo. Donc bien entendu, quand le Kumo est particulièrement serré comme là, que la SSA et la SSB sont proches, ça veut nous dire justement que c'est une grosse résistance ou un gros support, là en l'occurrence une grosse résistance.
et donc qu'on allait avoir potentiellement un retournement sur ces niveaux. On était en dessous de la Kijun ici, on travaillait la Tenkan. Vous voyez qu'on a assez peu de fois réussi à clôturer au-dessus. Donc ici justement on est venu clôturer au-dessus, on est venu chercher ce niveau-là et puis après on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Donc en daily il faudra évidemment clôturer au-dessus de ces 92 800 dollars, au-dessus de cette Tenkan pour espérer avoir un niveau, avoir une reprise haussière. Donc voilà, au niveau du weekly, donc justement, on a sur Ishimoku, on est en dessous de cette Tenkan en weekly. Vous voyez que là, bah, elle nous a dessiné justement notre tendance baissière avec les deux précédentes semaines où on a clôturé en dessous. On a même méché pile poil sur ces niveaux-là. Et on a la Kijun qui est actuellement horizontale et qui est à 79 336 dollars, donc qui peut constituer un niveau d'achat sur localisation. Alors, je ne suis pas forcément totalement fan des achats sur localisation parce que ça peut faire qu'on rattrape un couteau qui tombe, mais pour ceux qui auraient envie de recharger type DCA, ici vous avez des prix qui sont intéressants et vous avez une résistance qui est assez évidente, hein, pour éventuellement vous positionner à l'achat si on fait une seconde vague baissière. Ce qu'il faut regarder, c'est que bah, justement, on a eu assez peu de baisse. Dès qu'on a commencé à franchir ces niveaux-là des 89 000 dollars, vous voyez qu'on a méché un petit peu, mais qu'on a, on a vite ravalé cette baisse. Si je regarde en 1 heure, vous voyez que ici, on est venu travailler plusieurs fois, hein, plusieurs heures d'affilée, cette zone-là, globalement entre 87 et 86 000 dollars. On est venu la travailler. Mais ici, on a très manifestement des zones d'achat massives qui ont retourné le prix à ce stade. Vous voyez qu'ici, on a une grosse résistance pour le moment qui se dessine au niveau justement des 89 100 dollars. Il faudra voir si on arrive à la breaker à la hausse. Potentiellement, on pourrait venir justement récupérer la zone dont je vous parlais au niveau des 90 à 92 000 dollars. Il faudra regarder ça. Ça nous indiquerait que justement les acheteurs se sont positionnés en force et qu'ils reprennent le momentum. Mais voilà, donc c'est pas impossible qu'on ait posé notre bottom ici, même si bah, évidemment à seulement quelques heures de ce bottom, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, donc on va continuer maintenant notre analyse avec la dominance du Bitcoin et en l'occurrence la partie altcoin. Vous voyez que justement sur cette baisse-là, on a quand même quelque chose de très intéressant qui s'est manifesté, c'est que d'habitude, lors des baisses, bah, vous savez, hein, si le Bitcoin baisse de 10%, les altcoins baissent de 20%. Donc traditionnellement, on va avoir la Bitcoin dominance qui va avoir tendance à monter. Et c'est ce qu'on avait pu avoir ici sur le 3 février, hein. On avait eu une baisse assez forte du Bitcoin, hein. Je vous rappelle que le 3 février, c'était justement cette mèche-là, ici. Et ici, on est allé plus bas au niveau du Bitcoin et on n'est pas allé plus bas on n'est pas allé plus haut au niveau de la dominance. Donc ça veut dire que les altcoins ont mieux résisté que le Bitcoin à cette baisse. Et ça, c'est un très bon signe, en tout cas un très bon signe pour les alts, parce que ça nous dit que bah, finalement, on a peut-être déjà atteint la phase de capitulation maximale pour les altcoins, qu'on a déchargé complètement le train, et que bah, les investisseurs qui sont en position ne paniquent plus, parce qu'en fait, ils ont tous ceux qui étaient entre guillemets les mains faibles, toutes ces mains faibles ont déjà vendu. Et toutes les personnes qui sont actuellement en position se disent, bah, de toute façon, moi je pense qu'il va y avoir un bull run, donc je décide de les garder, même si je suis à moins 70% depuis le mois de janvier. Donc voilà, pour le moment, c'est quand même un signal assez intéressant qui nous est indiqué. On est en train de buter ici sur la résistance au niveau des 62% de dominance, et potentiellement, du coup, on pourrait avoir un retournement par la suite pour justement venir faire notre phase de alt season avec ici un retour entre 42 et 45%, ici ici cette fin du mois de février et peut-être la fin d'année 2025, en l'occurrence ici voilà, sur l'été potentiellement. Même si évidemment, je le répète, hein, il faut voir le comportement du Bitcoin dans un premier temps, puisqu'il n'y aura pas de alt season si le Bitcoin ne se ressaisit pas. Ok, au niveau des alts, justement, on va regarder notamment euh, le graphique de Others. Donc ici, on a notre top 1 à notre top
euh, 125, notre top 11 à notre top 125, pardon, des alts. Donc ici, si on regarde en échelle normale justement le Bitcoin, vous voyez, le Others, vous voyez qu'ici on est globalement sur un grand canal, hein. On est venu chercher ici un support qu'on est venu retester un certain nombre de fois. Et vous voyez qu'ici on n'est pas venu casser justement sur ces moyennes capitalisations, hein, entre la 11e place du classement par market cap jusqu'à la 125e place. On n'est pas venu chercher notre point bas du 3 février 2025. Donc c'est assez intéressant, ça voudrait dire que potentiellement on peut poser un bottom juste là. Juste ici, vous voyez, ici un creux, ici un second creux. Si ici on vient casser ce niveau-là des 289 milliards de market cap, eh ben potentiellement on pourrait avoir une reprise haussière et a priori déjà dans un premier temps un retour dans le haut du canal, hein, donc ici aux alentours potentiellement des 450 milliards de market cap, donc potentiellement un x2 sur les altcoins de moyenne capitalisation et un x2 à x3 hein, en fonction de leur market cap. Et vous voyez que c'est quelque chose qu'on a pu avoir par le passé. Donc on compare souvent le cycle de 2024-25 au cycle de 2017, hein, tout simplement parce que le cycle de 2021, on avait eu un afflux très important de liquidités. Et donc en 2017, c'est justement dans un canal comme ça, un canal parallèle qu'on avait évolué un certain nombre de mois, hein, en l'occurrence entre globalement avril 2017 et novembre 2017. On avait évolué pendant plusieurs mois dans ce canal. On était venu chercher la borne hausse, la borne basse, un certain nombre de fois, et on avait pu faire notre fameuse alt season, hein, justement la phase explosive du cycle pour les altcoins, justement au niveau des 16 milliards à l'époque de capitalisation, en novembre 2017, quand justement on avait pu s'affranchir de la borne haute de ce canal. Donc effectivement, ici en 2020, c'est quelque chose qu'on a pu également retrouver, hein. Ici, vous voyez qu'on a eu un canal parallèle également juste là, mais il a duré assez peu de temps, entre août 2020 et globalement janvier 2021. On a eu cette phase-là, elle a été moins marquée parce que tout simplement, ici, on a eu un afflux de liquidités qui a été énorme pendant justement le Covid. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de retrouver ici. On a beaucoup moins de liquidité, de mise en circulation de liquidité sur ce cycle. Et c'est justement pour ça que la tendance haussière a du mal à se dessiner. Mais vous voyez que globalement ici, depuis de nombreux mois, on évolue dans ce canal. Et potentiellement, du coup, si on arrive à casser ce canal à la hausse, on pourrait retrouver des niveaux qui sont un peu plus importants ici entre justement les phases d'extension de Fibonacci, entre les 750 et les 1,2 750 milliards et en gros 1170 milliards de capitalisation pour justement ces fameux altcoins. Vous voyez qu'ici, si je vous affiche justement les... Alors, la Global Liquidity, voilà, Global Net Liquidity. Donc, vous voyez qu'ici, non, c'est pas ça, cet indicateur n'est pas forcément bon. Liquidity, voilà, M2. Voilà, donc là, ici, je vous affiche justement la liquidité, c'est-à-dire toute l'impression monétaire globale dans le monde. Alors, vous avez justement l'impression globale aux États-Unis, de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne. Vous avez ça sur la Chine, le Japon, etc. Enfin, c'est mondial. Et vous voyez qu'ici, on avait eu justement une grosse phase d'augmentation de liquidité ici entre globalement mars 2020, à l'époque Covid, jusqu'à ici mai 2021. Le Bitcoin en avait largement profité. Ici, on avait eu un retournement, ici, à partir d'avril 2022. Justement, la phase de quantitative tightening, donc à opposer à la phase de quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, et ici, on détruit des billets. Les banques centrales viennent solder leur bilan, c'est-à-dire que globalement, quand elles font de la planche à billets, c'est-à-dire qu'elles vont acheter des titres directement, elles vont acheter des actions, elles vont acheter des obligations, etc., et les mettre à leur bilan, et petit à petit, elles revendent leurs actions, elles revendent leurs obligations, ici dans cette phase de quantitative tightening. Et ici, forcément, on avait eu une grosse phase de pression baissière, qui en plus correspondait à un cycle baissier sur le Bitcoin, et donc on avait eu une grosse baisse des altcoins également.
Donc on avait mis du temps avant de repartir à la hausse, puis forcément avec la phase d'impression monétaire, que ce soit ici en Europe ou également aux États-Unis, on avait redémarré un petit peu, notamment également en Chine et en Asie, on avait redémarré la planche à billets et donc on avait eu une reprise haussière qui avait été assez intéressante. Et vous voyez qu'ici, bah, on réaugmente, hein, donc c'est ce qui vient driver justement les phases haussières, etc. Des altcoins et du Bitcoin en général. Mais vous voyez que justement, bah, on a un petit peu de mal à se ressaisir, et en tout cas, on a un cycle qui est beaucoup moins puissant que le cycle précédent parce que tout simplement, bah, on a moins de liquidité. Donc globalement, maintenant sur le long terme, on va regarder un petit peu où on en est de nos cycles de 4 ans. Vous voyez qu'ici en logarithmique, donc on a notre courbe logarithmique, je vais la passer en weekly. Ici on est sur Bitcoin, on a nos halvings, on a nos phases. Bon voilà, moi j'ai listé un petit peu les grosses phases qui justifient les crashs et tout ça qu'on a pu avoir par le passé. Et vous voyez qu'on est toujours dans notre canal. Maintenant on va zoomer un petit peu, on est dans notre régression linéaire ici et dans notre canal logarithmique. Et vous voyez qu'on est globalement toujours dans cette phase haussière dans notre canal parallèle, hein. On était venu faire ici une petite divergence du canal parallèle à l'époque lors justement un petit peu avant le halving quand on avait fait notre ATH à l'époque. Et ici, bah, vous voyez que tout simplement, si ici je vous mets les premiers arrêts, hein, donc le 0,382 de Fibo, vous voyez que globalement, à chaque fois on les tient. Donc ici dans la phase de range, on l'avait tenu, ici également. Et pour le moment, bah, vous voyez qu'on est exactement sur ces niveaux-là, en train de travailler cette zone des 86 700 dollars. On a méché dessus sur notre zone justement du premier arrêt, à voir justement si ce niveau tient, mais s'il tient, bah, la tendance haussière ne serait pas remise en cause, et donc potentiellement on pourrait refaire une jambe haussière, peut-être une dernière jambe haussière qui nous amènerait ici globalement dans cette zone que j'ai indiquée, le haut de ce canal haussier, entre globalement 130 000 et 230 000 dollars. Donc je vous l'accorde, c'est une grosse fourchette, hein, mais ici vous voyez qu'on n'était pas allé chercher exactement le haut de ce canal. Donc ça reste à déterminer. Ici, forcément, on n'était pas allé chercher ce haut de canal puisque vous voyez que la pente ici était terriblement haussière, hein. En quelques semaines, on était venu chercher notre top à 63 000 dollars. Ici, la tendance haussière est beaucoup plus lente, beaucoup plus construite. Donc, bah, potentiellement, on pourrait avoir justement une expansion un peu plus importante puisque justement, on a une tendance qui est plus construite et moins euphorique. Ok, donc pas d'alerte pour le moment, à surveiller. Sinon, au niveau des chiffres macro, et en l'occurrence des ETF sur Bitcoin, vous voyez qu'ici, sur la seule journée d'hier, donc du 25 février 2025, on a eu 937 millions de sorties sur les ETF. Alors, ça montre un petit peu à ceux qui arrêtent pas de tweeter BlackRock achète 100 milliards, BlackRock achète 500 milliards de Bitcoin, etc. Ça leur montre un petit peu qu'en fait, c'est pas BlackRock qui achète pour son compte, ce sont des ETF. Les ETF, c'est des produits financiers, hein. Je vous rappelle que ici, si vous regardez sur Bourse Direct, hein, moi j'ai commencé la bourse sur ce site à l'époque. Sur Bourse Direct, vous pouvez acheter du iShare Bitcoin Trust ETF. Pour toutes les personnes qui ont un compte titre, etc., et qui veulent s'exposer au Bitcoin, ils vont l'acheter via justement ces ETF. Et eux, quand ils voient leurs ETF baisser drastiquement, eh ben, ils vont avoir tendance à vendre. Donc les BlackRock, quand ils achètent pour leurs clients. Donc les inflows ont un intérêt, il faut les regarder parce que bah, justement, ça nous montre un petit peu les personnes qui sont extérieures à la crypto-monnaie de base, est-ce qu'elles ont tendance à rentrer ou à sortir du marché, mais c'est un indicateur plus retail que un indicateur des institutionnels. Et en l'occurrence, presque 1 milliard de sorties sur une seule journée et presque 2 milliards de sorties sur une grosse semaine, on va dire. C'est très important comme sortie et ça nous montre que bah, on a justement des personnes qui ont paniqué. Je vous rappelle également qu'on a une étude qui est sortie qui nous montre que les entrées sur les ETF Bitcoin, pour moitié, hein, pour près de 44%, pour près de 56%, pardon, correspondent à justement des stratégies d'arbitrage. Donc on a des personnes qui vont acheter du spot sur les ETF Bitcoin pour shorter le marché via les contrats dérivés et
récupérer les taux de financement, etc. Donc vous avez des stratégies comme ça qui existent quand on a de la volatilité notamment. C'est pour ça qu'on a eu des sorties précédemment, c'est que quand on a plus de volatilité, c'est des stratégies qui ne fonctionnent pas, hein, parce qu'il n'y a pas très peu de différence de prix entre les contrats perpétuels et les contrats spot, donc on a pas mal de sorties à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'on a eu des sorties et ici on a eu des grosses sorties tout simplement parce que les investisseurs particuliers qui ont investi sur leur compte titre, etc., quand ils voient des moins 6, des moins 10, des moins 15%, eh ben, ils paniquent tout simplement et ils vendent. Ok, donc pour les ETF, voilà ce qu'on a à dire. Sur la partie on-chain, donc ici on va regarder justement les profits réalisés par les investisseurs. Donc vous voyez qu'ici on a eu peu de, de pertes réalisées. Donc ça veut dire qu'ici on a finalement assez peu vendu, en tout cas sur les contrats spot. Vous voyez qu'ici, ici, quand on avait eu des grosses phases rouges, ici c'est des grosses phases de capitulation où bah, on a globalement des personnes qui quittent le marché, hein. Vous voyez qu'ici on a globalement ces phases-là quand on est en fin de cycle et qu'on a des très très grosses baisses. Ici, bon, on reste sur des baisses assez relativement faibles. Donc on a eu assez peu de ventes. Ici, si on zoome un petit peu, c'est le prix réalisé par les holders de court terme, donc les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 6 mois. À quel niveau l'ont-elles acheté? Et vous voyez que sur les personnes qui l'ont depuis moins de 6 mois, globalement, elles l'ont acheté ici actuellement au niveau des 92 800 dollars, c'est-à-dire qu'on est en dessous de leur niveau d'achat. Et si je zoome un petit peu, bah, vous voyez que ici on était venu chercher en dessous des niveaux d'achat des holders de court terme, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop voir, surtout dans les phases de bull run. Bah, parce que si les investisseurs de court terme commencent à perdre, ils vont avoir tendance à quitter le marché. Et le problème, c'est que pour avoir un bull run, il faut justement une adoption de masse. Il faut beaucoup de gens qui rentrent. Et pour que beaucoup de gens rentrent, il faut que ces gens gagnent. C'est les personnes qui gagnent qui vont convaincre les autres d'investir sur le Bitcoin et ainsi de suite. Et on a bah, cette boule de neige qui grossit et qui fait qu'on a de plus en plus d'investisseurs. Donc on n'a pas très envie de venir s'installer en dessous. Mais généralement, c'est des points bas intéressants sur la partie on-chain. Quand on est en dessous, c'est justement une stabilisation. Le prix descend rarement beaucoup plus bas. Ici, justement, sur la supply, donc les bitcoins détenus par les investisseurs de court terme versus les bitcoins détenus par les investisseurs de long terme, vous voyez qu'ici, sur chaque phase haussière, on va avoir de plus en plus, on va avoir une courbe qui baisse ici. Et donc ça nous dit qu'on a de plus en plus d'investisseurs de court terme qui rentrent en position. Et les investisseurs de long terme vendent leur bitcoin à des nouveaux investisseurs. Et donc on vient faire baisser cette proportion de Bitcoin détenue par des holders de long terme. Globalement, dans les phases d'accumulation ici, c'est quelque chose qu'on a pu avoir sur ce cycle où on a carrément un retour. Alors c'est quelque chose qui est assez inédit, hein. Vous voyez que traditionnellement, bah, les phases de bull run, elles sont déterminées justement par des holders de long terme qui baissent en proportion systématiquement. Et quand on a un retournement, ça nous indique que le bull run est terminé et que justement on va avoir des holders de long terme qui vont petit à petit réaccumuler jusqu'à détenir une part assez importante des bitcoins et puis de nouveau cycle, une baisse de cette courbe avec des nouveaux entrants qui arrivent. Et vous voyez que depuis ce cycle-là, on a justement une phase de baisse, une phase de retour, donc c'est-à-dire qu'on a des holders de long terme qui reprennent des bitcoins et également des holders de court terme qui deviennent des holders de long terme, hein. De fait, si vous achetez un bitcoin et que vous le gardez plus de 7 mois, plus de 6 mois, vous devenez un holder de long terme. Et donc petit à petit, bah voilà, on n'a plus de nouveaux entrants et de nouveau une phase de hausse avec justement une augmentation des holders de court terme, de détention des holders de court terme. Donc potentiellement, il faudra regarder, mais là, on est en train d'assister à justement un probable retournement de cette courbe. Et ça nous indique potentiellement que bah, finalement, on est peut-être sur une phase de range qui va peut-être durer un peu plus longtemps. Donc bah voilà, potentiellement, préparez-vous à subir ce qu'on a pu subir ici, c'est-à-dire une longue phase d'accumulation et de range dans lequel on va évoluer. Donc ça peut être assez désagréable, mais il faut s'y préparer. Ici sur le MVRV, donc vous voyez que ici c'est globalement la capitalisation réalisée versus la capitalisation réelle. Donc réalisée, c'est-à-dire au moment où vous avez acheté votre Bitcoin, vous l'avez acheté à un certain prix, et ben là on va regarder justement les prix des achats versus le prix actuel. Et ça nous indique justement si, bah, globalement, si les personnes sont plutôt en gain ou s'ils sont plutôt en perte.
Quand on est en dessous de zéro, ça veut dire que globalement, toutes les personnes qui sont sur le marché sont en perte. Donc ça, c'est des signaux assez intéressants de bottom, hein. Vous voyez qu'à chaque fois, ça nous a marqué les points bas sur le Bitcoin. Et les points hauts sont marqués justement quand on atteint des phases au-dessus de 3,5 à 4. Alors, c'est assez dégressif, hein, forcément. Mais ici, vous voyez que ici, sur la phase des 100 000 dollars, on n'a pas atteint un point plus haut de profit latent, plus haut que ce qu'on a pu avoir sur justement un Bitcoin aux alentours des 73 000 dollars. Alors ça, c'est assez intéressant et c'est assez sain justement parce que ça nous dit que potentiellement on a du jus pour aller plus haut. Voilà, on n'a même pas atteint la zone des 3, donc potentiellement sur cet indicateur, on n'est pas encore à la cible. Ici, sur les profits non réalisés, donc c'est à peu près la même courbe, hein, globalement, puisque là, on ne parle pas de la capitalisation, mais du prix. Donc, mais globalement, les conclusions sont les mêmes. On n'est pas encore arrivé dans cette zone rouge, cette zone de surchauffe, dans laquelle l'oscillateur vient nous indiquer que il est peut-être temps de prendre des profits. Sur le P-Cycle Top Indicator, donc, qui a plutôt pas mal fonctionné, donc bon, ça mérite de le regarder, même s'il y a assez peu d'occurrences, donc statistiquement ça ne veut pas dire grand chose le fait qu'il ait fonctionné, bon, pour le moment 4 fois, hein, donc on verra s'il fonctionne une 5e fois. Mais globalement, quand on a un croisement de ces deux courbes, hein, quand la courbe jaune qui est en dessous vient croiser la courbe verte, et ben ça nous indique que potentiellement on est sur un top. Ici, on est encore très loin de ça, puisque carrément le prix vient de passer en dessous du canal jaune, hein. C'est quelque chose qu'on avait pu avoir justement ici sur cette phase de range un peu longue qu'on avait eu aux alentours des 65 à 70 000 dollars, la précédente phase de range qui nous avait occupé globalement toute l'année 2024. Et c'est quelque chose qu'on avait eu, qu'on avait pu avoir par le passé, ici, dans le cycle notamment de 2017, hein. Je vous le rappelle, hein, c'est notre cycle de référence, en tout cas pour celui-ci, hein. Je vous montrerai ensuite la comparaison des deux courbes de ces cycles. Mais globalement, c'est justement ça qui est similaire au cycle actuel. Et vous voyez qu'on était passé en dessous, ici, aux alentours des 1000 dollars à l'époque, hein. On était allé en dessous de ce Bitcoin P-Cycle Top Indicator, de cette courbe jaune. Et ensuite, petit à petit, on était venu monter progressivement et on était venu faire un top à ce moment-là. Sur le cycle de 2020-2021, vous voyez que ici, en fait, on était allé très très fortement. On avait cassé ici cette courbe verte. On était allé chercher un top très rapidement. Et justement, ici, on est assez différent. On monte très progressivement. Alors, est-ce que ça va se finir en blow-off top, c'est-à-dire ici, comme en 2017, avec vraiment une courbe parabolique où on a énormément de personnes qui rentrent, un prix indécent qui est atteint et justement un retournement très brutal, ou ici une phase de distribution de week-off, il faudra le déterminer. Ici, au niveau du short terme, du prix réalisé des holders de court terme, on en a parlé. Ici, sur le CBBI, on est à 75. Donc ici, c'est justement un indicateur qui vient agréger un certain nombre de choses dont je vous ai parlé. Le P-Cycle Top Indicator, les multiples de Puel, justement la moyenne mobile à 2 ans, etc. Enfin voilà, on a beaucoup d'indicateurs qui sont synthétisés ici et qui nous indiquent que voilà, globalement, quand on atteint 100%, ou qu'on est au-dessus de 95, on va dire, ça nous indique que potentiellement il est peut-être temps de quitter le marché et qu'on est peut-être en top de cycle. Ici, on est à 75, donc relativement haut. Forcément, on reste quand même à 100 000 dollars quasiment, mais on est loin d'être sur les niveaux de top qu'on a pu avoir par le passé. Ici, au niveau des accumulations des baleines, donc les baleines, c'est les gros portefeuilles sur Bitcoin. Ici, on commence à avoir des phases de réaccumulation. Quand vous avez des phases justement où des points, des couleurs chaudes, hein, orange, rouge, etc., et c'est des phases d'accumulation. Donc ici, on retombe sur des phases d'accumulation, hein. Globalement, on avait eu des phases de distribution ici sur la zone des 103 000 dollars. Et potentiellement, ici, on a des baleines des gros portefeuilles qui commencent à se réintéresser tout doucement au Bitcoin et à reprendre position. Justement, c'est ce qu'on va voir ici sur justement le SOPR. Donc ici, c'est globalement les profits
les profits réalisés par les baleines. Donc c'est justement les gros portefeuilles quand ils décident d'appuyer sur le bouton vendre, et en l'occurrence vendre en profit. Donc ici, ça nous fait des gros spikes, ici des grosses hausses, des grosses pics, des gros pics ici, justement sur ces niveaux-là qu'on avait pu avoir à l'époque à 71 000 dollars, avant justement cette phase baissière où on était venu atteindre 53 000 dollars. Et ici, bah, vous voyez que globalement, à chaque fois qu'on réatteint ce niveau de neutralité, hein, ce niveau de 1, ce point d'inflexion, ici, à chaque fois qu'on retombe sur ces niveaux, bah, c'est généralement des points bas, hein. C'est des points bas, ce qu'on avait pu avoir le 5 août, ce qu'on avait pu avoir également début septembre, avec également ici un point bas. Quand on retombe sur cette zone de neutralité, ça veut dire que globalement, les baleines sont elles aussi à break-even, hein. C'est-à-dire elles ont elles aussi ni profit ni perte, mais voilà quoi. Donc ça reste des points intéressants à regarder, hein. Vous voyez que par le passé, hein, sur le cycle, je retombe également sur ce cycle de 2017, tous les points bas se sont faits sur ce fameux point d'inflexion où les gros portefeuilles retombaient à leur niveau de neutralité entre perte et profit. Et c'est généralement des zones sur lesquelles on avait des achats, et justement quand on a un pic très fort justement de prise de profit, bah ça nous dit que potentiellement ça y est, c'est la fin du cycle. C'est ce qu'on avait pu avoir sur le précédent cycle, à l'époque à 40 000 dollars, puis finalement on en avait eu quelques-uns d'autres aux alentours des 63 000. Ici on avait eu un premier pic, on est allé chercher plus haut, donc probablement ici, tant qu'on n'a pas de pic plus haut que le précédent, hein, au niveau des 1,6 de SOPR, bah, potentiellement ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre top, et que ici c'est potentiellement une zone intéressante pour se repositionner. Donc on va continuer ici avec justement la comparaison des cycles. Ici, si on regarde par rapport au halving, vous voyez ici cette courbe gras en orange, c'est justement la courbe de notre cycle actuel comparé au précédent cycle, hein. Le premier donc entre 2012 et 2016, le second ici en rouge entre 2016 et 2020, le suivant entre 2020 et 2024, et aujourd'hui entre 2024 et 2025, on a notre courbe. Vous voyez qu'on suit plutôt pas mal cette courbe rouge. On a démarré à peu près sur ces niveaux-là, en tout cas depuis le halving. Si on regarde par rapport au bottom également, vous voyez que depuis notre bottom, ici on suit assez bien cette courbe rouge. Donc potentiellement qui nous indiquerait qu'on pourrait avoir un top ici, bah, en l'occurrence si vous regardez l'échelle en bas, en décembre 2025. Donc ici, d'ici la fin d'année, on pourrait continuer à augmenter petit à petit d'ici la fin d'année, et atteindre justement une phase d'expansion en blow-off top qu'on avait pu avoir justement lors du cycle de 2013-2014. Également ici, lors du cycle de 2017, hein, en décembre 2017, on avait atteint ce point haut à 19 800 dollars, hein, de mémoire. Et ici, donc voilà, on était venu atteindre des niveaux plus hauts plus rapidement sur Bitcoin, avec un cycle en deux parties. Mais globalement, voilà, les cycles se font globalement en fin d'année très souvent. Donc ici, on a encore du jus, hein, par rapport au précédent bull run. Maintenant, une chose que j'aime beaucoup regarder, c'est justement si les mineurs sont en profit. Donc vous savez, le Bitcoin, ça reste une matière première. Pour l'obtenir, il faut miner du Bitcoin, donc payer de l'électricité pour l'obtenir. Et donc, c'est une monnaie en proof of work, et c'est intéressant de voir justement les personnes qui minent ce Bitcoin-là, bah, à quel prix ils le minent en moyenne, et pour savoir s'ils sont en profit très important ou s'ils sont en perte. Quand ils sont en perte très importante, hein, globalement c'est nos signaux de bottom, c'est justement ici quand ils sont en perte, cette courbe-là est élevée, ça nous indique justement qu'ici on a des mineurs en perte, et c'est des bons niveaux de bottom. Ici, justement, au niveau du halving, bah, on a de nouveau forcément les récompenses des mineurs sont divisées par 2, et donc on va avoir ici un Bitcoin qui est en dessous de son prix, de mining, et donc ça nous indique que potentiellement bah, il peut aller plus haut, puisque on est en survente, et le prix du Bitcoin ne peut pas se stabiliser très longtemps en dessous de son prix de mining, de son prix réel de production. Ici, justement, on est globalement à break-even. On est un petit peu en dessous, ça veut dire qu'on a vous voyez ici, on a globalement un Bitcoin qui est à 88 000 dollars. On est en dessous, ça nous indique justement que on a des mineurs qui peuvent être en profit. Ici, en tout cas, en moyenne.
La moyenne du prix du Bitcoin pour être miné est à 94 000 dollars actuellement, au prix de l'électricité mondiale et de difficultés de minage. Donc ici, on n'est pas du tout sur des niveaux d'excès ce qu'on a pu avoir justement par le passé en décembre 2017, en mai 2021, etc. Donc intéressant quand même de voir que on n'est pas encore si haut que ça, en tout cas sur le mining du Bitcoin. Ici sur les recherches Google, donc là on va passer plutôt sur la partie sentiment de marché. Les recherches Google, donc est-ce que les nouvelles personnes commencent à s'intéresser au terme crypto? Vous voyez on avait eu une petite percée justement aux alentours de la semaine d'investiture de Trump, hein, avec toutes ses annonces, son meme coin, etc. On avait des personnes qui s'étaient intéressées en tout cas à la crypto. Puis on est vite retombé. Sur le terme Bitcoin, pareil, on était remonté un petit peu à l'époque en novembre 2024, au moment de l'élection de Trump. Et puis ici, on est retombé assez bas. Et buy crypto, donc c'est un terme aussi que j'aime bien regarder parce que là, ça nous indique les personnes qui veulent vraiment en acheter de la crypto. Vous voyez que par rapport au pic de mai 2021, on est revenu très très bas, hein. Donc on a assez peu de recherches sur buy crypto. Donc voilà, à surveiller également sur le Fear and Greed Index, de nouveau le sentiment de marché. Comment on se sent actuellement? On est à 21%. 21%, c'est un niveau de peur extrême, hein. Voilà, ici, extreme fear. Donc c'est des niveaux qu'on a atteints assez peu souvent en bull run. Vous voyez que sur le bull run ici de 2020-2021, c'est des niveaux qu'on n'a juste jamais atteints. On les avait atteints, on avait atteint plus bas justement dans la phase Covid, hein. Forcément, d'un côté, on avait eu une perte qui avait été beaucoup plus forte. Et sur ce bull run là, si on zoome un petit peu, le niveau ici de 21, c'est quelque chose qu'on a atteint justement. Bon, on l'a même pas atteint sur la précédente zone d'accumulation. Mais ici, on l'avait atteint juste sur notre point bas, on avait atteint 22 et on s'était retourné pile sur ces niveaux-là. Et globalement, ici, il faut revenir dans le passé à justement un point bas ici, 21, c'était justement pendant la faillite de FTX. Donc si vous avez l'impression que Twitter est enfin X en l'occurrence, est très pessimiste, etc., beaucoup de négativité, beaucoup de peur, etc., dites-vous que c'est assez logique parce que c'est justement ce qu'on retrouvait sur les niveaux de points bas ici de la faillite de FTX. Donc entre ce Fear and Greed Index, le fait qu'on a des baleines qui sont juste là, alors juste ici, sur des niveaux de neutralité, etc., ça peut potentiellement nous indiquer que on a atteint une zone de bottom. On est sur le premier arrêt de Fibonacci, donc voilà, assez intéressant de regarder ça. Ici, c'est quelque chose que je regarde aussi sur le site de The Block. Ici, vous avez justement la courbe globale des vues réalisées par les YouTubeurs. Donc ça nous indique justement si la masse est en train de rentrer, puisque généralement, quand on a des nouveaux entrants qui arrivent, ils vont se connecter sur YouTube et ils vont regarder comment acheter de la crypto, les conseils, etc. Et quand on a une augmentation du nombre de vues, c'est généralement qu'on a une augmentation du nombre d'investisseurs. Et ici, vous voyez qu'on est sur des niveaux comparables à tout ce qu'on a pu avoir sur l'année 2022, 2023, 2024. Donc finalement, assez peu de nouveaux entrants. Donc la phase d'expansion, la phase de blow off top n'a pas du tout démarré. Ici, sur les liquidations, vous voyez qu'on est venu liquider ici en dessous des 88 000 dollars. On est venu liquider beaucoup de personnes, hein. Forcément, on avait beaucoup d'ordres stop qu'on est venu récupérer. On a encore beaucoup de zones de liquidation plus basses, hein, au niveau des justement 75-76 000 dollars. C'est pas du tout sûr qu'on vienne les chercher, mais vous voyez qu'ici on a commencé déjà à très fortement liquider du monde. Ici, si on zoome un petit peu justement sur ces liquidités, vous voyez qu'on a une grosse zone de liquidation à 72 200. C'est potentiellement aussi des zones de liquidation de baleines, hein, de gros portefeuilles, donc des zones qu'ils ne laisseront pas atteindre, hein. Quand on ira plus bas, on aura potentiellement justement des gros portefeuilles, des micro-stratégies, des exchanges par exemple, hein, qui vont venir se positionner très lourdement pour réaccumuler sur les ordres de vente, sur toutes ces liquidations-là. En tout cas ici, sur les milliards de dollars de liquidation qu'on a eu, justement on a pas mal de gros portefeuilles qui semblent être rentrés sur justement les taux de financement des altcoins. Ici, on a un niveau de peur générale, hein. Ici, on est globalement sur des couleurs très, très froides, hein, du vert, du bleu, etc.
On a eu des quelques phases d'euphorie ici à l'époque en décembre 2024, justement sur l'élection de Trump, un petit peu d'euphorie, justement ce token Trump où on a eu pas mal d'euphorie, puis finalement bah, l'euphorie est bien retombée, hein. Si on zoome sur une année, vous voyez que globalement on avait eu des débuts d'euphorie ici en mars 2024, justement sur l'approbation des ETF. Bitcoin et Ethereum, mais globalement, on a beaucoup de détresse ici sur les altcoins. Donc encore un signal pour nous dire que la alt season est loin d'avoir démarré, en tout cas vu ces indicateurs-là. On va basculer sur la partie order flow maintenant. Sur l'order flow, on a justement cette zone de liquidation qui était assez prévisible également. Bah, enfin moi en tout cas, c'est ça que j'avais perçu. Ici, vous voyez, on a eu une augmentation très importante de l'open interest ici sur ces zones-là. Et donc ça veut dire que bah, ici et ici, quand le prix commençait à descendre, on a eu des personnes qui, avec des fundings qui étaient neutres, donc ça veut dire qu'on n'avait pas plus d'acheteurs et de vendeurs, que de vendeurs. Donc on a eu pas mal de personnes qui ont décidé de se positionner, et très certainement des personnes qui se sont positionnées à la hausse pour venir jouer le rebond comme ça, et se dire que bah, finalement ici à 93 000 $, on était sur les niveaux précédents de support, donc c'était intéressant de venir long le support et de venir parier à la hausse. Ici on est venu breaker ce niveau à la baisse, et on est venu justement tout casser et venir liquider un grand nombre de personnes en faisant baisser cet open interest, hein. L'open interest, c'est justement les positions qui sont ouvertes sur les marchés dérivés. Et globalement, ici, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont rentrées en position, qui ont décidé de buy the dip, etc. Et quand on a beaucoup de personnes qui décident de buy the dip, et ben généralement, en tout cas sur les contrats dérivés, on vient casser tout ça et on vient liquider un grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on a eu, ça n'a pas loupé, hein. Donc c'est pour ça que nous, ici, on avait envoyé notre signal à nos élèves. Ici, justement, si on regarde un petit peu par le passé, ici, ça, c'est le ratio des long short sur les top traders. Donc ici, plus cette courbe est haute, plus ça veut dire qu'on a des top traders qui parient à la hausse, et plus cette courbe est basse, plus ça veut dire l'inverse, ça veut dire qu'ils parient à la baisse. Ici, vous voyez que sur cette zone ici, juste là, c'est une zone justement de retournement, hein. C'était ici notre point bas. Ici, on avait eu beaucoup de personnes qui étaient rentrées, beaucoup de personnes qui avaient long le Bitcoin, ici à 54 000 $. Donc en tout cas, les top traders, ils étaient fortement rentrés en position. Ici, vous voyez qu'on a une grosse courbe, une grosse remontée de cette courbe. Et donc potentiellement, ça veut dire qu'ici, on a pas mal de traders qui se disent, bah, ici, c'est un bon niveau. Alors, on n'a pas atteint les niveaux précédents. Ça peut potentiellement vouloir dire que bah, on a soit des top traders qui attendent plus bas, soit des top traders qui attendent un développement du prix un peu plus important, bah, parce que forcément ici on consolide en dessous de cette zone des 89 000 $, on n'arrive pas à la franchir, et potentiellement c'est pas forcément un bon signe, donc bah, potentiellement ici on attend un second creux qui pourrait venir juste ici par exemple, hop, et ici on pourrait avoir cette dernière augmentation sur ce niveau de top trader, avec justement une baisse de l'open interest qui viendrait refaire paniquer les personnes en se disant ça y est, c'est une seconde vague baissière. Voilà. Au niveau du calendrier économique, ici on est sur la semaine en cours, les événements impactants, hein. Ici j'ai filtré sur les éléments impactants. On attend ici globalement le PIB du quatrième trimestre 2024. Donc on attend de voir un petit peu ce qu'il en est. On attend justement ici, le précédent était de 3,1%. Ici on attend 2,3%. On verra si on a une bonne nouvelle ou pas. On a globalement les annonces de PIB T4 sur cette semaine-là. C'est des événements qui vont impacter le prix, mais assez peu. Ici, les PCE peuvent impacter le prix, justement, hein, les indices des prix à la consommation, puisque bah, c'est ça aussi qui détermine justement l'inflation. Justement, on va regarder sur la semaine prochaine. On a les PMI manufacturés. Donc, est-ce qu'on a une reprise de la croissance, hein? Les PMI, c'est ça que ça nous indique. Est-ce qu'on a une reprise de la croissance? Ici, vous voyez qu'on attend globalement, en tout cas dans la phase, dans l'Europe, on attend des niveaux qui sont assez faibles, en tout cas qui sont un peu plus forts que les précédents, hein, donc une reprise légère de la croissance, mais en tout cas aux États-Unis, ici, potentiellement, on attend une baisse de la croissance. Forcément, donc avec la politique de Trump, notamment avec les retours des droits de douane, etc., et une politique un peu inflationniste, bah,
ça peut être justement inflationniste et poser problème à la croissance, en tout cas à court terme. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on arrive à être plus haut que ces niveaux-là? Et puis donc on aura ensuite justement les décisions de la Banque Centrale Européenne sur la baisse des taux. Donc voilà, c'est des éléments qui ont une importance, mais qui vont probablement pas avoir autant d'importance que peuvent avoir par exemple le CPI ou des annonces de baisse de taux de la Banque Centrale Européenne. Concernant justement ces baisses de taux, ici, on a justement le calendrier probable des baisses de taux. Donc ici, sur la réunion du 19 mars 2025, la prochaine réunion, globalement, on ne devrait pas baisser les taux. On devrait rester sur 425-450 points de base. Donc des taux de 4,25 et 4,50%. Ici, on est toujours là-dessus. On a un calendrier de baisse de taux qui s'est un petit peu détendu, hein. Potentiellement, on table sur 3 baisses de taux sur l'année 2025 et une nouvelle baisse de taux d'ici la fin d'année 2026. C'est assez intéressant, ça veut dire que potentiellement on se dit que la politique inflationniste de Trump, il va peut-être pas tout mettre en œuvre et on devrait avoir justement une politique un peu moins inflationniste et donc un retour de baisse de taux qui justement pourrait alimenter le bull run sur les marchés traditionnels et les marchés actions et du coup se refléter sur les marchés crypto, justement sur les marchés actions. Ici, si on regarde sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, vous voyez qu'on est sur support. Ici, on est sur un support au niveau des 5800 points. Ici, en l'occurrence, ouais, 5900 points sur la zone haute de ce support. On a un canal parallèle ici qui s'est dessiné. Est-ce qu'on va réussir à rebondir ici? Est-ce qu'on va latéraliser un peu plus longtemps? Moi, j'aime bien regarder Nvidia. Puisque justement Nvidia a fait un très fort bull run précédemment, et donc ça va être intéressant de voir si ici on regarde en échelle normale, s'il tient ce support. Ici on est sur support également, on est dans une zone de compression, donc si on arrive à s'en sortir à la hausse avec des belles annonces, je sais pas, de ChatGPT par exemple, sur le secteur de l'IA, etc., ou sur même le fameux projet de Donald Trump de financer à hauteur de 500 milliards l'intelligence artificielle, si on a un retour, bah, potentiellement on pourrait redéclencher une nouvelle jambe haussière sur les marchés actions et du coup ça pourrait porter le Bitcoin. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Vous avez la possibilité d'avoir un guide précis et 100% gratuit sur l'investissement en crypto-monnaie. Il est disponible en lien dans la description. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous l'envoie directement par mail. Vous n'avez pas besoin de passer par 1000 étapes. Tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je propose également une formation en analyse graphique. Si tout ça, si vous avez apprécié toute cette analyse, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, en tout cas toute la partie analyse technique et analyse graphique, dans une formation qu'on vient de lancer. C'est à destination de tout le monde, hein, même des débutants. C'est vraiment si vous partez de zéro, que vous avez jamais ouvert TradingView, on part de zéro, puis on parcourt un petit peu tout ça, que ce soit les vagues d'Elliott, Ishimoku, euh, les prises de liquidité, enfin voilà, tout ça, les supports, les résistances, enfin tout. Vous pouvez vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Je vous remercie et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.